Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amandine Laporte, la responsable marketing et communication au sein de G4. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire autour de la thématique comptabilité fournisseur, stratégie, gestion et réduction des coûts, qui est organisé en partenariat avec notre partenaire Quadient. Donc on remercie d'ailleurs Thierry et Wafa qui sont présents avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Pour information, vous êtes en mode écoute seul, mais vous aurez bien évidemment la possibilité de poser vos questions tout au long de cette présentation et de ce webinaire sur le module questions de la plateforme, et nous prendrons le temps de répondre aux différentes interrogations, soit entre les différentes parties, soit à la toute fin de ce webinaire. Je vous laisse à présent entre les mains de Marie-Zoé Effroy, qui est notre consultante et responsable Quadient au sein de l'entreprise G4 pour vous présenter plus en détail notre entreprise et donner suite à cette présentation. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous et merci d'être venus et de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur la comptabilité fournisseur, stratégie de gestion et réduction des coûts. Aujourd'hui, donc, comme le disait Amandine, nous sommes avec l'équipe Quadient. Donc, pour faire rapidement une présentation avant de commencer ce webinaire, je m'appelle Marie-Zoé Effroy, je suis référente des solutions de dématérialisation chez G4 et de SIRH. G4 est une entreprise du coup d'intégrateur de logiciels, depuis déjà plusieurs années, notamment donc d'ERP, et qui partage avec vous son expertise sur les transformations digitales. D'où la présence aussi de G4 sur le sujet de la dématérialisation de factures. Donc, on accompagne les PME et les ETI sur ces questions. Je vais laisser du coup maintenant la parole à Quadient pour présenter déjà leur entreprise et puis surtout à Thierry pour exposer un petit peu quelques chiffres sur la société. Oui, bonjour à tous. Merci Marie-Zoé. Donc, moi, je suis Thierry Proumen. Je suis en charge du partenariat avec G4 chez Quadient. Donc, je suis l'interlocuteur privilégié de G4. Pour vous présenter Quadient en quelques mots, Quadient est une entreprise française de dimension internationale. On est présent directement dans une trentaine de pays, indirectement dans 90 pays. Là où nous sommes présents directement, c'est principalement en Europe et en Amérique du Nord. Quadient, c'est trois solutions, on va dire, trois divisions avec des solutions différentes. Donc, d'une part, on a, alors vous nous avez sûrement croisé, mais on est en marque blanche sur ces produits-là, mais c'est les consignes colis. Donc, vous savez, les consignes où vous pouvez récupérer les colis qui sont donc dans des marques où Quadient n'apparaît pas, qu'on retrouve dans les centres commerciaux, dans les gares, dans les aéroports. Une deuxième activité chez Quadient, c'est l'activité qui est notre activité historique, qui est le traitement du courrier. On est également constructeur de machines à franchir le courrier, à mettre sous le courrier. Et puis l'activité qui nous rejoint aujourd'hui, qui est l'activité d'automatisation, la gestion des communications et principalement des processus métiers, dont le processus de facture. Quadient est un acteur majeur dans ce domaine. Pour ce qui est de la France, Quadient postule à être PDP, donc on est immatriculé dans ce sens, et on attend un agrément, on l'espère au plus tard à la rentrée, qui sera un agrément provisoire, mais qui sera un agrément quand même. Voilà, sinon pour terminer sur Quadient, on a une entreprise qui fait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et qui est aujourd'hui le dixième éditeur de logiciels en France, en termes de chiffre d'affaires. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vais laisser la parole à ma collègue Wafa, qui est notre experte sur la dimension de la facturation. Je précise aussi qu'on est présent sur tout le cycle de la facture, je ne l'ai pas dit, mais là on va parler de la facture entrante, mais on est présent également sur la facture sortante et également toute la gestion du recouvrement. Wafa, je te laisse la parole. Merci Thierry. Donc moi je suis Wafa Mamed, je suis chef de produit marketing des solutions que Thierry vient de citer, donc des solutions de gestion du poste fournisseur et des solutions de gestion du poste client. Donc on couvre tous les aspects un peu chronophages et ce processus qui est assez complexe pour les directions financières. Donc aujourd'hui on va vous parler de comment optimiser la gestion de vos comptes fournisseurs.
Donc, on va avoir, slide suivante s'il vous plaît, un agenda en plusieurs temps où on va vous parler des enjeux de la compta fournisseur, le processus fournisseur dans sa globalité, qui ne comprend pas uniquement la gestion des factures fournisseurs. L'approche traditionnelle, comment aujourd'hui, si on a un processus traditionnel et pas encore moderne et innovant, comment ça se passe. Et puis l'approche digitalisée, ce qu'elle apporte à vos entreprises. Comme Thierry l'a évoqué, il y a la loi de finances qui va arriver assez rapidement. Je laisserai la main à Marie-Zoé pour vous en parler, vous expliquer quelles sont les modalités et après comment mettre en place le projet et notre proposition de valeur commune. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai expliqué, on va parler des enjeux au quotidien de la comptabilité fournisseur, qui est un aspect crucial de la gestion financière d'une entreprise. Et donc, il y a plusieurs enjeux importants que j'ai listés. Peut-être que dans vos structures, vous en avez d'autres, mais en tout cas, les principaux qui reviennent souvent quand on discute avec nos clients. Donc, d'abord, premier enjeu, c'est la gestion des flux de trésorerie. Donc, on sait tous que la comptabilité fournisseur permet de suivre les paiements dus aux fournisseurs et de gérer efficacement ces flux sortant de l'entreprise. Et donc, une gestion efficace de ces comptes fournisseurs va aider à éviter les retards de paiement et à maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs et surtout des flux de trésorerie sains. Deuxième enjeu, c'est le contrôle des coûts. Qui se fait à travers une surveillance continue, régulière des dépenses liées aux fournisseurs. Et donc, ça va permettre d'identifier toutes les possibilités d'économie et de gains qui sont une conséquence directe de l'optimisation de ces coûts de compte à fournisseurs. Et donc, cet enjeu, il peut inclure la négociation des conditions de paiement, la négociation des conditions de remise, l'identification de ces fournisseurs qui vont offrir des conditions favorables pour votre entreprise, la réduction des coûts administratifs aussi qui sont pas négligeables. Aujourd'hui, une facture, elle peut coûter au minimum entre 10 et 15 euros et dans certaines structures 25 euros. Et puis, il y a tous ces coûts cachés qui sont liés à la facture qu'on a perdue, à la facture qui est au fond d'un tiroir et qu'on n'arrive pas à estimer dans l'entreprise. Et puis le troisième enjeu, qui est d'être conforme avec la réglementation en vigueur. Donc les entreprises, elles sont souvent soumises à des obligations réglementaires en matière de comptabilité fournisseur, donc respect des normes comptables et fiscales. Mais au-delà de ce respect, qui s'entretient et qui se fait au quotidien, il ne faut pas oublier ce qui va arriver, comme on l'a cité au 1er septembre 2026, où toutes les entreprises seront dans l'obligation d'accepter des factures au format électronique structuré ou semi-structuré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous recevez une facture sous ce format-là, vous êtes dans votre droit de la refuser. À partir du 1er septembre 2026, ça va plus être le cas. Et donc, il faut aussi être conforme sur ces aspects-là d'ici quelques temps. Et puis, le quatrième enjeu qui est d'avoir une gestion optimale des risques, donc une compta fournisseur efficace, productive, doit être en mesure de réduire les risques liés d'abord aux fraudes, mais aussi aux erreurs de saisie. Et donc, il y a tout un protocole de contrôle approprié qui doit être mis en place. Par exemple, la vérification des factures, qu'elles viennent bien de vrais fournisseurs, le contrôle au niveau des approbations, les alertes sur les changements d'IBAN, sur les données de paiement ou d'autres leviers qui peuvent aussi être risqués ou en tout cas mettre l'entreprise et la compta fournisseur à risque. Et puis, donc pour résumer un peu, comme toute entité dans l'entreprise, la compta fournisseur, c'est une activité qui doit être pilotée. Donc, il y a tout un aspect de reporting et de fiabilisation des données, mais aussi d'analyse, qui vont aussi permettre de prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise. Et donc, ici, on se basera sur toutes les données qui concernent la compta fournisseur pour pouvoir justement établir ces rapports utiles pour les décideurs, pour prendre ces décisions éclairées, mais aussi pour les investisseurs ou autres, ou les organismes bancaires ou d'autres parties prenantes aussi de l'entreprise et qui interviennent pour la communication financière de l'entreprise.
Donc, comme vous le voyez, la compta fournisseur est un maillon fort de l'entreprise et au vu de tous ces enjeux que je viens de décrire, il est très très important de se poser sur son processus fournisseur et d'avoir suffisamment de recul pour pouvoir justement l'optimiser. Donc, sur la slide suivante, on voit très bien que le processus des comptes fournisseurs ne porte pas uniquement, comme je l'ai dit en introduction, sur la réception des factures, mais il inclut aussi d'autres processus depuis la demande d'achat jusqu'au paiement, en intégrant bien entendu cette gestion des factures fournisseurs. Et sur ce schéma, ce qu'on va retrouver, c'est les grandes étapes de ce cycle, ce qu'on appelle le procure to pay, qui va depuis l'évaluation de votre fournisseur, de sa sélection jusqu'au reporting que je viens d'aborder sur la slide suivante. Précédente, pardon. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même quelques étapes qui viennent en amont de la facture et puis d'autres qui interviennent à la suite de la réception de la facture. Et si ces étapes-là ne sont pas fluides et qu'il n'y a pas suffisamment de communication, l'étape cruciale de la gestion de votre facture fournisseur peut être risquée ou en tout cas vous sanctionner. Donc, je vais aborder dans les slides qui vont venir ces différents jalons de compte à fournisseur d'un point de vue approche traditionnelle et décrire les problématiques qu'on risque de rencontrer, mais aussi pourquoi on doit repenser ou se renouveler en termes de compte à fournisseur. Donc, sur les slides de l'approche traditionnelle, il y a cette étape qui vient en amont de la réception de la facture. Pendant ces étapes, les comptables fournisseurs peuvent aussi rencontrer certaines problématiques qui vont nécessiter une gestion proactive. Et les principales problématiques aujourd'hui, que vous voyez sur les slides, d'abord c'est une problématique au niveau de l'évaluation des fournisseurs. Donc, on peut s'appuyer sur plusieurs critères pour nous assurer qu'on est en face du bon partenaire commercial. Et donc, on prend généralement en compte la qualité du produit, du service, la conformité, la fiabilité des produits, mais aussi on tient compte d'autres critères liés aux services qui vont accompagner cette prestation, et puis des critères un peu plus globaux, disons des critères de RSE, d'éthique, etc., mais aussi des critères qui vont impacter directement notre cash, donc les conditions commerciales, les modalités de paiement, les respects des délais, etc. Ce qu'il ne faut pas négliger à ce stade, c'est aussi les critères qui sont liés à la réputation de votre futur fournisseur et à son respect de la réglementation et, comme je l'ai dit, à son éthique en matière de travail, d'environnement, de sécurité, etc. Et donc, pour cette évaluation, qui est très importante et c'est la première étape de votre relation commerciale avec votre fournisseur, il faut aussi s'appuyer sur votre connaissance du marché, mais aussi il y a des organismes financiers ou des organismes d'information financière qui sont capables de vous informer sur tous ces aspects, tels que les organismes de notation. On a souvent tendance à parler plus du scoring client, mais il y a aussi une notion de scoring fournisseur. Ensuite, vient l'étape où on va engager les dépenses pour justement acheter, acquérir ce bien, ce service. Et donc, à ce stade, je dirais que les problématiques qu'on peut rencontrer vont être de l'ordre de est-ce que je respecte mon budget, mes dépenses versus le budget alloué et les politiques d'approbation qui sont mises en place dans l'entreprise. Donc, chaque entreprise a sa propre politique d'approbation. Et donc, il faudra se poser aussi cette question de est-ce que c'est une dépense récurrente, est-ce que c'est une dépense exceptionnelle, et puis anticiper les paiements futurs. Mais au-delà de tout ça, il faudra faire en sorte pour que ces flux de trésorerie soient suffisants pour pouvoir financer cette dépense. Donc, une fois on a passé cette commande, donc je caricature un peu les étapes. Donc, on a passé la commande, il faut qu'elle soit bien entendu documentée. Donc, il faut un contrat, un bon de commande ou un autre document propre à votre entreprise éventuellement pour que les personnes en interne soient désignées et légitimes pour passer cette commande. Et donc, une fois qu'on a reçu cette commande, on va vérifier qu'elle est conforme, qu'elle respecte les termes qu'on a convenus, et donc ça va
quand même impliquer une certaine coordination entre les différents départements opérationnels, parce que ce n'est pas toujours le comptable fournisseur, bien entendu, qui passe les commandes. Ça peut être le marketing, les achats, les services généraux, et donc il faut quand même une certaine collaboration qui soit fluide pour pouvoir justement gérer ces approbations de commandes. Et donc en cas de décalage, il faudra bien entendu gérer les litiges, ou éventuellement, si on a une bonne tenue de notre comptable fournisseur, on peut aussi les anticiper en prévoyant toutes les politiques, tous les protocoles ou les procédures adéquates pour les résoudre rapidement et efficacement, parce qu'un fournisseur, c'est quand même, quand je prends l'exemple de l'industrie, si c'est un fournisseur d'une matière première très importante, si on a un litige, on va être bloqué pour la production et puis pour honorer nos commandes clients. Et donc, il faut être très, très vigilant par rapport au litige fournisseur. Le client n'est pas toujours roi. Ça, il faut aussi se le dire. Et donc, c'est aussi permettre de ne pas se mettre l'activité et sa production en péril. On peut aussi, à travers ces étapes, procéder à plusieurs contrôles, soit au niveau des informations financières, des modalités de paiement, des documents bancaires, notamment dans le cadre, je l'ai évoqué rapidement, de la prévention contre la fraude. Donc, en identifiant, on met en place tous ces contrôles internes pour justement pouvoir détecter les fausses factures, les faux fournisseurs, les changements d'IBAN, etc. Et donc, en synthèse sur cette slide, on voit très bien que l'amont de cette facture fournisseur qui est le sujet de notre webinaire n'est pas du tout simple à gérer, et puis de concilier entre les différentes problématiques, les différents interlocuteurs peut être parfois assez chronophage et complexe, et si ce n'est pas fluide, ça va entraver l'activité de l'entreprise. Donc sur la slide suivante, on va arriver justement à cette étape cruciale de réception des factures qui, lui aussi, en tout cas, ce processus va aussi présenter des problématiques ou en tout cas des enjeux pour l'entreprise. Donc, d'abord, il y a toute cette gestion manuelle des documents qui peut entraîner des inefficacités. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans l'entreprise, c'est qu'il y a encore une grande proportion de factures papier qu'on reçoit. Bon, ça dépend des secteurs d'activité, mais en tout cas, la tendance, elle est quand même assez forte. Et donc, toute cette gestion manuelle peut entraîner des inefficacités, des retards de paiement, des erreurs de saisie, notamment quand on a des quantités ou un grand nombre de documents à manipuler. On est aussi confronté à ce risque d'erreur, donc je viens d'évoquer, je ne sais pas si vous le savez, mais 33% aujourd'hui, d'après les études, du temps des comptables est consacré à la saisie manuelle des factures, ce qui n'est pas du tout neutre. Donc c'est un tiers de leur temps et qui peut entraîner des fautes de frappe, des chiffres mal interprétés ou d'autres aspects qui vont impacter tout le reste du cycle, notamment lors du paiement. Et puis, on a tous dans notre quotidien ces factures perdues, retardées, parce qu'elles se sont égarées, parce qu'elles ne sont pas arrivées au bon endroit ou on ne les a pas réceptionnées au bon service. Et parfois, quand elles arrivent, elles ne sont pas traitées immédiatement. Et donc, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que on s'expose à des retards de paiement et donc des pénalités qui sont régies par une réglementation qui est la loi LME que j'aborderai tout à l'heure, mais aussi ces tensions avec les fournisseurs qu'on souhaiterait éviter pour pouvoir justement assurer l'activité de l'entreprise. Et au niveau de la fraude, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut recevoir aussi des fausses factures avec des informations de paiement suspectes, ou par exemple une facturation excessive. Donc, il va falloir mettre en place toutes les alertes pour pouvoir justement les identifier. Et pour ça, il faut se doter de bons systèmes de contrôle en interne pour éviter cela. Et c'est quand même un risque assez important pour les entreprises aujourd'hui. Je crois qu'une entreprise sur deux fait face à ce type de risque.
Quand on est dans des grandes structures ou dans des structures qui opèrent sur plusieurs régions géographiques ou à l'international, la réception des factures peut aussi être particulièrement complexe. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une grande diversité de fournisseurs, de devises, de langues, de formats, mais aussi de réglementations à gérer, qui sont très hétérogènes et parfois dans certaines régions elles sont inexistantes, et donc ça ramène encore de la complexité sur justement ce processus de facture fournisseur, notamment au niveau de comment on va gérer une facture qui nous provient dans une devise que je ne sais pas gérer par exemple dans mon ERP. Bon, c'est pas toujours le cas parce que aujourd'hui tous les ERP sont quand même en des versions où on peut gérer du multidevise, mais ça peut arriver. Mais il y a aussi une autre problématique qui est comment on intègre ces données des factures fournisseurs dans les systèmes de gestion financière et comptable existants. Et parfois, on est sur des systèmes un peu obsolètes ou de changement de RP. Et puis, il faut aussi arriver à maintenir, disons, toutes les bonnes pratiques au niveau de la gestion des factures fournisseurs. Et avec la nouvelle loi qui va arriver, comment nos systèmes vont pouvoir aussi s'adapter à ces différents formats et ces données à intégrer ou en tout cas à diffuser pour être conformes. Donc voilà, pour résumer cette slide, même si le processus de gestion des factures fournisseurs apparaît au milieu de ce grand processus de la compta fournisseur, il n'en demeure pas moins qu'il faut quand même quelques points de vigilance là-dessus. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, la gestion des litiges quand on est en désaccord avec son fournisseur. Que ce soit concernant une facture qu'on a reçue qui correspond pas à la commande, ou en tout cas un montant qui est quand même assez litigieux, une remise qui n'a pas été appliquée, les comptables sont chargés de résoudre ces problèmes et donc va impliquer des négociations justement pour pouvoir arriver à des accords satisfaisants. Ou aussi la mise en place d'un processus, on le voit assez souvent dans certaines entreprises, il y a des processus justement pour pouvoir régler ces différends. Dans certains cas, on est aussi obligé de gérer des exceptions sur des factures qui vont présenter des écarts par rapport aux commandes initiales ou qui sont pas conformes aux accords qu'on a convenus avec le fournisseur et qui vont nécessiter une gestion dehors de ce processus, donc une gestion exceptionnelle et particulière, et donc on doit être suffisamment doté pour pouvoir régler le problème et fluidifier tout le reste du processus, notamment le paiement. Mais aussi documenter ces exceptions et aussi savoir si ce sont des exceptions qui commencent à arriver assez souvent, peut-être mettre en place une procédure particulière ou un process particulier. Et puis avant de procéder au paiement, parce que le paiement arrive à la fin, les factures doivent souvent être approuvées par les gestionnaires ou les départements concernés, et puis coordonner ces approbations peut parfois aussi entraîner des retards. En particulier si les personnes qui sont responsables de cette commande sont indisponibles, absentes, en vacances ou si elles ont un problème autre. Donc, il faut que ça soit identifié bien en amont pour justement pouvoir accélérer ces approbations et puis arriver à l'étape de paiement qui va honorer justement toute cette relation qu'on a eue avec son fournisseur. Une autre étape aussi importante, c'est l'export des données et toutes les écritures comptables qu'on doit respecter et qui parfois nécessitent un certain format. Et donc, on peut aussi se retrouver face à des problématiques d'ordre technique ou de système qui ne sont pas suffisamment intelligents ou suffisamment mis à jour pour pouvoir le faire de manière automatisée. Donc, parfois, on est sur des tâches manuelles qui sont complètement chronophages sans valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que nos systèmes ne sont pas performants. Et au niveau, bien sûr, de l'archivage aussi, il y a quelques problématiques parce que il y a certaines règles et certaines conditions légales qu'on doit respecter, notamment au niveau de l'authenticité, la lisibilité et l'intégrité de la facture
Marie-Zoé l'abordera tout à l'heure, mais aussi au niveau des normes d'archivage et de sa durée. Et donc, en dernière étape, je reviens sur le reporting. Parfois, c'est une rude épreuve de jongler avec des fichiers Excel et si on n'a pas les bons outils pour fournir des analyses fiables et précises. Donc, ce reporting financier peut être pas très précis ou en tout cas aléatoire et donc il faut aussi se doter de bons outils pour pouvoir faire du reporting de qualité mais aussi fiable et ne pas entraver toute la chaîne de valeur parce que c'est l'aboutissement quand même de tout le travail qui vient en amont. Donc voilà un peu ce processus traditionnel que j'ai caricaturé et qui présente énormément de problématiques. Et on va passer sur l'approche digitalisée. Donc, je vous ai noté quelques tendances d'une étude Marquez, donc qui a été réalisée sur un certain nombre d'entreprises. Donc, 62% des directions, en tout cas des directions financières pour 2024, jugent que parmi leurs priorités, c'est de garantir cette conformité des processus. 52% considèrent que la digitalisation du cycle fournisseur apparaît comme prioritaire et 45% envisagent d'investir dans l'IA d'ici 3 ans. Donc ça, c'est le résultat d'une étude PwC et de la DFCG. Donc on voit très bien que ce processus arrive en tête des processus à digitaliser en priorité. Il y a un effet réglementation en effet, mais il y a aussi cette prise de conscience que c'est un processus qui devient quand même assez lourd à gérer dans les entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'on attend comme bénéfice justement quand on parle de la digitalisation de ce processus? Cette digitalisation, elle va non seulement nous permettre de répondre à la réglementation 2026 qu'on abordera dans les slides suivantes, mais à celle qui s'applique déjà aujourd'hui et que j'ai évoquée rapidement, qui est la loi LME sur les délais de paiement et dans l'objectif que vous connaissez tous, et de structurer, de fixer le cadre du crédit interentreprise, disons-le. Donc, en cas de manquement, dans le cadre de cette loi, un certain nombre de pénalités sont encourues et applicables par votre fournisseur, mais au-delà de ce que la DGCCRF peut, de ce que votre fournisseur peut vous facturer en guise de pénalité, on risque d'être affiché par la DGCCRF et puis il y a des sanctions aussi de non-respect de ces délais de paiement qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros pour une personne morale. Donc, c'est quand même pas négligeable. Il faut pas prendre le risque, notamment par rapport à ces délais de paiement fournisseurs. Donc, il y a cet aspect de conformité, mais il y a aussi des aspects de simplification de processus, de réduction de ce poids des tâches que je viens de décrire, ces tâches administratives très fastidieuses qui peuvent être sujettes à des erreurs. Et ce qui est attendu de l'automatisation à ce stade, c'est vraiment d'améliorer cette efficacité opérationnelle qu'on cherche tous. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre dans toutes les entreprises. Et donc, ramener de l'automatisation, notamment au niveau du traitement de ces factures fournisseurs, de ces commandes ou des processus que je viens de décrire ou des paiements, va nous garantir cette efficacité opérationnelle et va aussi simplifier tous ces contrôles internes qui nous exposent à des risques, notamment au niveau de la fraude, mais aussi au niveau des retards de paiement ou des contrôles d'audit ou de comptabilité. Donc, il y a aussi d'autres aspects, notamment qui sont liés à la sécurité, donc en matière de gain au niveau de ce bénéfice, c'est de pouvoir sécuriser toutes ces données de la compta fournisseur. Bon, la sécurité, elle englobe toutes les données de l'entreprise, mais aujourd'hui, le sujet, c'est la compta fournisseur. Et donc, ce gain en matière de sécurité va se matérialiser à travers des vérifications systématiques
de toutes les données de la facture, s'il y a une TVA mal enregistrée, un numéro de fournisseur qui est mal renseigné, etc. Les rapprochements automatiques entre factures, bons de commande, bons de livraison pour pouvoir aussi s'assurer que votre fournisseur a bien honoré votre commande et qu'elle correspond vraiment à ce que vous souhaitez, vous allez payer. Et puis, tous les contrôles d'anomalies avant le paiement, les doubles de paiement, les fraudes potentielles ou autres. Et puis, dans certains cas, il faut aussi le rappeler, on a tous vécu dans nos entreprises des factures qui sont payées en double et qui peuvent engendrer des pertes de trésorerie, notamment pour l'entreprise. Et les données fournisseurs, bien entendu, on a bien évoqué la fraude à travers les données fournisseurs, les données d'IBAN, etc. Au niveau de la circulation des données, ça va impliquer un meilleur partage en interne de l'information, mais aussi quand on a de bons outils collaboratifs, c'est aussi un partage d'informations avec les fournisseurs, où est-ce qu'elle en est sa facture dans le cycle de traitement, si elle a été payée, s'il y a un rejet, si elle est en litige, mais aussi de pouvoir communiquer de manière très agile, être réactif face à toute problématique qui peut intervenir sur la facture. Il y a aussi un aspect de fiabilisation des données et au niveau notamment de la réécriture des données comptables, mais aussi tous les aspects d'accélération des traitements, des paiements et de l'analyse de données. Et donc, ça va permettre aussi de mettre en place tous les indicateurs fiables et de pouvoir les partager en interne à tous les niveaux. Justement, on parle beaucoup de culture cash et je pense que c'est une bonne manière, quand on partage certains KPI, de sensibiliser les collaborateurs en interne à cette culture cash. J'avais évoqué tout à l'heure aussi que à peu près 30% du temps des comptables, ou 33%, il me semble un tiers, des comptables et du temps des comptables est consacré à la saisie des données. Donc ces données qui vont venir de pièces comptables qu'il faut centraliser, les formats sont divers, papier, PDF, images, manuscrits, etc. Et en rendant cette saisie comptable automatique, c'est beaucoup de temps qu'on libère pour que la fonction comptable puisse se consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée, mais aussi la digitalisation ici va être très vertueuse pour supprimer toutes les potentielles erreurs humaines qui sont liées à ces processus manuels fastidieux et inutiles. Et puis, dernier point, c'est éviter les risques. Les risques ne s'arrêtent pas uniquement aux erreurs de saisie, mais aussi les risques qui sont liés à la fraude, à la digitalisation, à la fraude, à des données qui sont pas bien qualifiées. Et donc, la digitalisation va aider à systématiser ces contrôles et à mettre en place les alertes nécessaires et en automatique en cas de détection d'une activité suspecte. Et puis, le dernier bénéfice, les retards de paiement, éviter les retards de paiement, éviter les sanctions. Donc ça, c'est aussi un point très important sur lequel il faut être vigilant. Et la digitalisation va nous apporter beaucoup, notamment sur cet aspect-là. Donc, le délai de paiement va être raccourci. Pourquoi? Parce que les actions avant le paiement ont été accélérées et raccourcies aussi. Donc, voilà un peu tous les bénéfices. On a beaucoup évoqué la facture électronique. Donc, la facture électronique, certes, c'est un projet qui est structurant, mais c'est aussi un levier aujourd'hui incontournable pour accélérer ce processus procure-to-pay ou ce processus de gestion des factures fournisseurs. Et même si elle n'est pas encore obligatoire en France, elle va l'être à partir du 1er septembre 2026. Donc, c'est peut-être le moment de se pencher sur le sujet si ce n'est déjà le cas. Et donc, pour reprendre un peu le contexte de la facture électronique, je préfère toujours donner une genèse de cette facture électronique pour dire que ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui, ou c'est vraiment un sujet qui date depuis une trentaine d'années maintenant, même plus, qui est arrivé au moment de l'EDI fiscal, après le PDF signé, la piste de dite fiable. Si vous facturez des collectivités ou des administrations publiques, vous avez sûrement mis en place
un nouveau processus de facturation à travers le portail Chorus Pro. Et puis en 2020, il y a eu l'article 153 de la loi de finances qui a été suivi par l'article 195 du projet de loi de finances 2021 et qui a rendu obligatoire la facturation électronique entre les entreprises. Et donc, c'est ce que va aborder Marie-Zoé après. Je rappelle rapidement qu'est-ce qu'une facture électronique. C'est une facture qui est créée, envoyée, reçue et conservée sous forme électronique dans les conditions légales en vigueur. Donc, gardez bien cette définition. Vous allez beaucoup entendre de factures électroniques dans les prochains mois, si ce n'est déjà fait. Mais c'est toujours important d'avoir une définition bien claire de ce qu'est une facture électronique, parce qu'aujourd'hui, le fait de numériser, par exemple, une facture, ce n'est pas une facture électronique et ça n'a pas un aspect conforme. Donc, je passe la main à Marie-Zoé pour nous parler des objectifs de la réglementation 2026 et puis de notre proposition de valeur commune et tout ce qui va arriver dans les prochains mois. Merci Wafa. Donc effectivement, concernant les objectifs de la réforme, on a deux notions. Donc on parle de facture électronique. Facture électronique, c'est pas simplement une facture sous format PDF qu'on va envoyer par mail. Donc ce que pourrait appeler Wafa la facture numérisée. La facture électronique, c'est un format de facture bien spécifique. C'est ce qu'on va appeler du e-invoicing. Le e-invoicing, c'est du coup une facturation électronique, soit sous un format UBL, C2I ou FactureX. C'est des noms spécifiques de format de fichier. Nous, par exemple, on utilise dans les solutions qu'on met en place la FactureX. La FactureX, c'est un fichier XML accompagné du PDF de la facture. Le fichier XML est par excellence, du coup, le fichier dématérialisé donc de la facture où vous allez retrouver des balises avec les informations de la facture qui seront du coup transcrites dans le fichier. Et c'est ce que va donc venir lire les différentes plateformes pour pouvoir intégrer les informations de facture. Donc on va être vraiment sur des fichiers purement informatiquement remplis de données, donc pas forcément lisibles pour les collaborateurs. C'est pour ça qu'on a opté sur, nous, personnellement, la FactureX, parce qu'on a le PDF qui accompagne ce fichier. Dans cette réforme, du coup, comme je vous ai dit, vous avez deux notions, le e-invoicing et le e-reporting. Le e-reporting va concerner la déclaration des transactions entre, du coup, les B2C et le B2B international. Donc, quand vous avez des règlements clients, vous allez devoir donc déclarer les paiements au niveau du service pour que justement les informations de TVA puissent remonter à l'État. C'est-à-dire que sur la facture donc électronique, quand vous êtes en communication donc B2B avec un client qui est aussi du coup une entreprise, vous allez donc envoyer votre facture donc à l'État sur la plateforme publique justement qu'on va voir juste après de facturation, qui va reprendre ces informations donc de données montant global de la facture et montant de TVA à collecter. Sur la transaction B2C et B2B international, vous allez donc devoir également déclarer les échanges, en tout cas monétaires, de paiement que vous avez eu du coup avec ces clients. Et inversement, vos fournisseurs également devront le déclarer. Donc les objectifs de cette réforme, pourquoi c'est mis en place? Dans un premier temps, c'est pour surtout lutter contre la fraude à la TVA. C'est-à-dire que l'État donc pourra voir l'ensemble du coup de vos flux de facturation, flux de commandes et flux de paiement, et il saura exactement donc les échanges en termes de montant de TVA que vous avez pu avoir. Autre point qui est mis en avant également, c'est renforcer la compétitivité des entreprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez donc des processus de facturation qui sont différents d'une entreprise à une autre, des formats de facture qui sont différents d'une entreprise à une autre. Donc, comme le citait Wafa, vous pouvez avoir très bien une facture sous format papier, une facture sous format numérique envoyée par email. Là, on veut homogénéiser les process pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Simplifier les processus
de déclaration. Donc là, c'est pour revenir à la TVA. À aujourd'hui, quand vous faites votre déclaration au niveau des impôts, vous avez donc un formulaire à compléter qui est déjà pré-rempli avec les informations donc, que votre entreprise a communiquées au niveau de votre salaire. Demain, pour la déclaration de TVA, ça sera la même chose. Vous aurez donc le formulaire de déclaration qui sera pré-rempli, qui vous permettra justement d'aller plus vite dans ces processus de déclaration. Donc, les informations collectées seront celles qui auront été bien évidemment transmises sur le portail public de facturation. Et dernier point, donc, des objectifs de cette réforme pour l'État, c'est de pouvoir contrôler la TVA en temps réel. Donc, à tout moment, de pouvoir faire des reportings et de savoir ce qu'il a collecté, donc à rentrer, en tout cas dans les caisses de l'État, au niveau de la TVA. Voilà. On a parlé rapidement du calendrier. Alors, vous savez que le calendrier a bougé en quelques années, mais on est resté plus ou moins sur le calendrier de départ qui était un objectif à 2026 de basculer toutes les entreprises sur ce format de facturation électronique. Nous avons donc depuis peu la mise en place donc des réceptions de factures électroniques qui est donc figée au 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises. Et on a aussi donc l'émission du coup de ces factures électroniques qui est figée au 1er septembre 2026 pour les GE, les grandes entreprises et les ETI. PME et TPE sont concernés à partir du 1er septembre 2027. Donc, il y a eu un petit décalage sur le planning par rapport à ça. On parle donc de réception et d'émission. Émission, c'est émission de la facture électronique, donc la facture sortante, la facture client. Réception, c'est réception donc de vos factures fournisseurs. Il est important de souligner qu'effectivement, vu que l'obligation se porte sur l'émission, ça impacte forcément la réception et que tout le monde du coup sera impacté sur la réception de cette facture électronique au 1er septembre 2026 en fonction effectivement de vos fournisseurs et de la taille de vos fournisseurs. La facture électronique, donc selon la réforme. Selon la réforme, justement, il y a quelques points qui ont été mis donc en avant sur cette facturation électronique. La notion de facture d'origine, donc à aujourd'hui, alors c'est pas le cas de beaucoup d'entreprises, je vous rassure, mais normalement vous êtes censé envoyer une facture sous format, donc si vous le faites PDF, avec une signature électronique. D'accord? Ça serait pour en fait avoir donc cette fameuse piste d'audit fiable avec un cachet sur cette facture qui prévaut et dit que le PDF de la facture n'a pas été modifié entre le moment de l'émission et de la réception de la facture. Donc, cette facture électronique pousse aussi à renforcer cette réglementation parce que à aujourd'hui, vous êtes concerné donc pour vos clients français. On parle de facture électronique sortante, mais également pour vos clients étrangers, vous devez plus ou moins respecter quand même les mêmes process, mêmes procédures. Donc, il est important de prendre en considération aussi cette signature électronique, cachet électronique, qui sera figée donc sur vos PDF. Autre point, on va avoir donc le cycle de vie de la facture qui est impacté au niveau de la facture électronique. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, vous envoyez donc de façon dématérialisée, enfin numérisée potentiellement votre facture et vous avez donc les informations au retour du client directement donc par le biais d'une messagerie. Demain, avec le portail public de facturation, quand vous allez donc déposer ou aller chercher des factures, parce que là on n'est plus sur la partie fournisseur, mais surtout quand vous allez déposer des factures, c'est là où c'est important, vous allez en fait avoir plusieurs étapes, d'accord ? Une première étape de contrôle des données qui sont partagées sur le portail public de facturation, de validation aussi de ces données, si toutes les données sont bien donc renseignées pour pouvoir soumettre la facture à votre client. Et ensuite, votre client va pouvoir donc directement sur le portail public de facturation dire si il est d'accord avec la facture, s'il rentre en litige sur une partie ou sur une totalité de la facture. Et vous allez devoir en fait suivre cet avancement. Vous l'avez aujourd'hui, par exemple, avec Chorus, si vous êtes en relation directe avec l'État, où vous avez plusieurs étapes d'avancement de la facture sur Chorus, avec des états comme rejeté ou litige ou erreur de données. Vous aurez donc plus ou moins la même chose
côté portail public de facturation demain. Donc, très important de pouvoir suivre ce cycle de vie de la facture justement pour les délais de paiement et s'assurer que la facture est bien arrivée, bien conforme et qu'en plus de ça, donc le client accepte bien de payer la facture. Mention obligatoire, donc il faut savoir qu'aussi par rapport à cette nouvelle réforme, vous allez avoir un certain nombre de mentions à avoir sur les factures. Donc c'est ces fameuses données échangées et qui seront obligatoires pour passer en paiement côté client. Ces mentions obligatoires, je vous rassure, hein, ça reste quand même quelque chose d'assez logique sur la constitution de la facture en elle-même. Donc il y a plein de données que vous avez déjà dans vos systèmes d'information. Maintenant, il faut s'assurer que ces données donc sont présentes dans votre système, qu'elles sont justes, correctes, que vous avez des données correctes par rapport à vos fournisseurs et surtout vos clients. Hein, quand on parle là des différentes mentions, c'est une mention sur la facture que vous allez émettre et être sûr que à date, vous serez donc en capacité de générer une facture donc électronique conforme et comportant toutes les mentions donc dites obligatoires qui correspondent aussi à différents cas de facture. Différents cas de facture, pourquoi? Puisque en fonction du type de facture, vous allez être amené à rajouter des mentions en plus, potentiellement. Ensuite, on a également donc le côté lisible, besoin d'une représentation lisible pour les collaborateurs. C'est la fameuse FactureX dont je vous parlais, c'est pour ça qu'on a adopté ce type de facture-là, c'est qu'on va avoir donc le PDF qui suit le fichier dématérialisé de la facture et qui nous donne un lisible de la facture. Donc les données de facturation, les 3 formats existants, le format structuré UBL, C2I ou FactureX. C'est les 3 formats acceptés par la plateforme publique donc de dématérialisation, de facturation, pardon. Et petit point où il renforce effectivement avec l'article 289 bis du CGI, une facture électronique est une facture émise, transmise, reçue sous forme dématérialisée, donc sous forme structurée de données, UBL, C2I, FactureX, et qui comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée, ce qui les différencie des factures papier ou de PDF ordinaires. Donc ça, c'est vraiment l'article qui définit la facture électronique et qu'il faut retenir, comme disait Wafa, une facture donc électronique n'est pas une facture numérique. Quand on parle du coup de cette réforme, il faut aussi connaître les acteurs qui seront concernés, donc justement, qui seront impactés par la réforme. Donc parmi les premiers acteurs, forcément, il y a vous. Donc toutes les entreprises françaises qui auront des fournisseurs potentiellement français et des clients français, mais pas que, puisque vous avez aussi donc, toute la partie e-reporting. Donc fournisseurs, acheteurs, les mandataires, équipés ou non d'une solution. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas équipé. Demain, vous pourrez très bien fonctionner donc sans solution. Mais c'est pas un conseil que je vous donne, tout simplement parce que ça va forcément alourdir les process. Autre impact, autre acteur concerné par cette réforme, on a donc l'administration fiscale qui, elle, va collecter les informations extraites du portail public de facturation, donc le fameux PPF, que vous entendrez donc sûrement beaucoup parler ces prochains temps, qui sera donc le portail de dépôt pour toutes les factures donc en lien en B2B France. Et je parle de B2B parce que, alors, Wafa, tu me corriges si c'est pas le cas, mais c'est en tout cas ce qu'il me semble, Chorus va toujours exister en plateforme annexe pour le dépôt des factures donc d'État, des factures publiques. Oui, en fait, Chorus, c'est un module qui rentre dans cette plateforme de facturation publique. Voilà. Et on a également donc 2 autres acteurs par rapport à cette réforme, les opérateurs de dématérialisation et les plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP, donc OD et PDP. Un PDP est un OD, souvent un opérateur de dématérialisation. Donc, un opérateur de dématérialisation, c'est un prestataire qui vous permet en fait de transmettre et de générer justement ces factures dématérialisées. Une plateforme de dématérialisation partenaire, donc un PDP, lui va être immatriculé par l'État, habilité à transmettre les factures directement au client. C'est-à-dire que
Demain, en passant par une plateforme de dématérialisation partenaire, vous pourrez donc à la fois aller nourrir le portail public de facturation, donc qui sera en automatique par connexion entre les deux plateformes, et envoyer en direct la facture donc au client, qui sera du coup certifié en PDF avec la signature électronique forcément sur le PDF pour la PAF. Et donc, cette plateforme sera habilitée à envoyer la facture. Vous ne pourrez plus envoyer les factures vous-même en direct. D'accord? Ça sera vraiment un dépôt obligatoire à minima sur le portail public de facturation. Un nouveau processus de facturation. Donc là, ici, on vient un petit peu donc détailler le rôle du portail public de facturation. Donc, il va reprendre effectivement l'ensemble des fonctionnalités de Chorus Pro, mais Chorus Pro sera un module à part. Donc, Chorus Pro, c'est toutes les factures qu'on a avec l'État, donc entité publique. Ensuite, il va s'occuper donc des émissions-réceptions de factures électroniques en B2B, B2J, en mode portail ou API EDI. Donc, c'est la fameuse connexion qu'on aura demain avec les PDP et du coup, la plateforme publique de facturation. C'est qu'ils vont pouvoir communiquer entre eux pour se transmettre des éléments. Si ce n'est pas le cas, si vous restez en manuel, vous devrez donc vous connecter au portail public de facturation pour venir déposer donc, les éléments de facturation. Et donc, le portail public de facturation va vous permettre également de suivre le cycle de vie des factures, donc comme on a vu dans les différents points, et de remonter toutes les données donc obligatoires du invoicing administration fiscale. D'accord? Notamment les données donc de TVA. Le rôle du PDP, donc lui, c'est assurer la transmission des factures donc entre entreprises et aussi donc avec le portail public de facturation. En émission, donc transmettre la facture et en réception, réceptionner donc les factures et transmettre des statuts de traitement. En réception, il est important de souligner que justement les solutions PDP pourront se connecter donc sur les différents canaux de réception. Donc vous allez avoir toutes les factures que vous recevez, que vous allez toujours recevoir donc par mail de fournisseurs potentiellement étrangers. Les factures que vous allez recevoir donc sous format papier encore pour certains, si c'est également des fournisseurs étrangers, par exemple des fournisseurs, je ne sais pas, chinois, que vous allez pouvoir scanner, et les factures de vos fournisseurs français que vous aurez sur le portail public de facturation. Donc ça fait beaucoup d'endroits où on peut retrouver la facture où potentiellement on peut avoir des doublons. Le rôle du PDP, ça va être de récupérer l'ensemble de ces factures, peu importe le canal d'émission, pour pouvoir les recenser et vous les mettre à disposition dans une plateforme. Cette réception donc, pourra se faire grâce à de la connexion donc, avec le portail public de facturation, avec souvent une adresse mail dédiée pour pouvoir déposer sur la solution également en direct. Et pour tout ce qui est papier, forcément, se doter d'un scan avec une adresse mail de redirection. L'important, c'est de savoir que peu importe l'origine de votre facture, en tout cas sur quel canal elle a été émise, vous pourrez du coup recenser l'ensemble de votre facture dans un seul et même endroit. Donc ça va être aussi l'avantage de se munir d'une solution, et notamment une solution PDP. Alors, quand on parle effectivement réforme, on est sur des obligations, mais on espère quand même certains bénéfices, surtout sur la digitalisation de ces process. Donc la facturation est devenue un petit peu effectivement une tâche répétitive et chronophage, comme le disait Wafa, à peu près donc 33% du temps de travail de la compta fournisseur et sur de la saisie de facture. Donc demain, on espère justement que cette e-facturation permettra des démarches qui seront donc plus simples, plus économiques, écologiques et rapides dans le traitement et le process de la facturation. Ainsi, pour mieux maîtriser donc, tout ce qui est productivité forcément du service, amélioration aussi de la relation client, justement en simplifiant les flux, et la performance forcément donc, de l'entreprise. Ces différents éléments, ces différents chiffres proviennent d'un sondage OpinionWay. Donc, pourquoi donc? C'est une enquête qui a été réalisée sur plus de 400 personnes.
Maintenant, on va parler donc mise en place, projet et recommandations, point de vigilance. Quand on parle dématérialisation de factures, donc on parle effectivement beaucoup de la réforme, mais forcément, ça implique de faire un déjà audit interne des processus. Comme le soulignait Wafa au tout début, vous avez donc avant même le traitement de la facture, d'autres éléments dans votre organisation d'entreprise à aujourd'hui qui viennent impacter vos processus de facturation, notamment pour la partie fournisseur. Et sur ces processus peut-être de traitement des commandes, de saisie de la commande, il y a des améliorations donc à mettre en place. Donc c'est faire un petit audit interne de aujourd'hui comment je traite ma facture, comment je saisis mes informations de commande fournisseur. Est-ce que j'ai beaucoup d'écarts? Est-ce que je suis capable de les traiter? Combien de temps ça me prend de gérer les erreurs? Donc, ça me permet de mettre en place un petit peu ça me permet d'avoir un audit de ce que je fais aujourd'hui et de savoir qu'est-ce qui est impactant dans les processus et qu'est-ce qui serait bon donc d'améliorer. Recensement de tous les partenaires commerciaux concernés. Donc effectivement, quand on parle réforme et si on veut se mettre en conformité avec une solution, vous avez forcément des partenaires donc directs qui seront concernés par la mise en place de ces solutions, notamment votre intégrateur. Si vous souhaitez effectivement intégrer une solution de dématérialisation, forcément il sera concerné, puisqu'on a parlé des échanges du coup de flux de facturation, des éléments de facturation à comptabiliser. Donc, voir un petit peu qui sera touché donc, parmi vos partenaires sur vos modifications, sur la mise en place d'un projet de dématérialisation. Vous avez donc en troisième partie l'inventaire de tous les circuits de validation. Donc, ça revient un petit peu au niveau des processus, c'est savoir dans mon organisation à aujourd'hui, quand j'ai une facture qui arrive, est-ce que ça déclenche un process de validation? Est-ce que je dois avoir une approbation par rapport à un certain montant? Est-ce que mon circuit de validation est en amont de la réception de la facture? C'est faire un état des lieux, en tout cas là-dessus. Choix du type de la dématérialisation et choix de la solution. Donc là, c'est important parmi justement les choix qui va être fait donc dans la mise en place d'un tel projet, savoir par rapport à votre besoin, par rapport à votre système, quel est du coup le besoin réel en face que vous allez mettre. Donc c'est établir un petit peu un cahier des charges pour savoir quels sont les attendus par rapport à votre système, qu'est-ce que vous aurez besoin de contrôler donc dans les solutions et comment vous allez pouvoir donc interfacer les différents éléments pour que ça puisse vous faciliter le traitement des factures aussi. Parce qu'en fonction des solutions, je ne sais pas si vous avez déjà regardé de votre côté, mais vous pouvez avoir des écarts sur du coup tout ce qui est fonctionnalité et quelles sont les fonctionnalités donc majeures dont vous avez besoin demain et quelles sont celles qui sont moins importantes, en tout cas qui seront un bonus dans votre gestion de la facture. Ensuite, forcément, dans l'étape du projet, vient une phase de test et d'expérimentation. Et à la fin, communication et formation autour du nouveau process du coup de traitement des factures, notamment le traitement des factures fournisseurs, avec les solutions choisies, les nouveaux outils. Donc, ça fait quand même plusieurs étapes sur la mise en place d'un projet de dématérialisation. C'est des étapes importantes. Et effectivement, ça va toucher potentiellement plusieurs secteurs dans votre entreprise, plusieurs services. Donc, c'est important effectivement de faire cet état des lieux et d'avoir conscience de toutes ces étapes. Maintenant, je vais faire un focus justement sur le partenariat qu'on a mis en place donc avec Quadient. Chez G4, donc vous nous connaissez pour la plupart, nous sommes donc intégrateurs de solutions, de logiciels, mais surtout spécialisés dans l'ERP et ERP Sightline LN. On a décidé depuis maintenant quelques années de mettre en place ce partenariat avec Quadient que nous avons choisi pour apporter une solution de dématérialisation de factures aussi bien entrantes que sortantes, donc fournisseurs-clients, pour du coup nos clients qui étaient donc munis d'un de nos ERP. Pourquoi nous avons décidé de faire ce partenariat? Tout simplement parce qu'on a voulu donc vous apporter une solution et aussi donc développer un connecteur qui soit viable et maintenable dans le temps entre
du coup, Sightline ou Hélène, donc votre ERP et la solution NeoTouch. Comme on le disait au tout début, comme Wafa le disait, on a besoin d'avoir en fait un système d'information qui puisse recevoir les informations que vous allez lui pousser, les traiter et les automatiser. Donc ça demande des fois des développements assez lourds quand on met en place ce type de solution, et ça a un coût. Ça a un coût qui peut être assez important entre la mise en place d'une solution de dématérialisation et la mise en place d'une connexion automatique entre votre système d'information et la solution de dématérialisation. Et c'est pour ça qu'on a voulu se faire ce partenariat à aujourd'hui, c'est pour pouvoir vous apporter les deux, et à un prix intéressant, et également pour faciliter aussi la mise en œuvre, qu'elle soit plus rapide. Parce que maintenant, vu qu'on connaît bien le système et qu'on a déjà déployé chez plusieurs de nos clients, on peut optimiser donc tout ce qui est temps de déploiement, voilà, puisqu'on maîtrise la technologie. NeoTouch donc, est la solution NeoTouch fournisseur et NeoTouch client, AP et AR, sont les solutions que nous avons donc choisies chez Quadient pour faire ce partenariat. Gros avantage de la solution NeoTouch, du coup, c'est qu'elle traite les fichiers pour extraire les informations à la ligne. Donc, on va faire du rapprochement par rapport à Sightline à la ligne entre votre commande d'ordre d'achat, donc commande fournisseur, les informations de réception de la commande, d'accord, et les informations donc sur la facture. Ce qui va pouvoir donc mettre rapidement en évidence auprès du comptable si vous avez des écarts constatés sur la facture. Par exemple, votre fournisseur vous a envoyé une facture avec un montant supérieur à ce que vous aviez dans votre ordre d'achat. À ce moment-là, donc, vous aurez une alerte sur le montant qui vous permettra de pouvoir rapidement voir qu'il y a un problème donc, au niveau de la facture ou potentiellement dans votre ordre d'achat, et de venir donc corriger les éléments. Le connecteur Sightline, donc, lui permet, Sightline et Hélène, je devrais le mettre, mais permet justement cet échange de données. Donc, à la fois, on va aller pousser des informations donc, dans la solution NeoTouch, informations des fournisseurs, votre plan comptable, entre autres, les ex-analytiques, les devises qu'il y a donc dans votre ERP et qui seront après dans NeoTouch, les informations donc, de commande et de réception. Le gros avantage, c'est que tout se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de mettre à jour les informations donc, dans NeoTouch dès que vous faites une modification dans votre ERP. Donc, ça se synchronise. Et également, donc, on a la partie, ce qu'on appelle Escarloader. Escarloader, c'est le petit utilitaire quand vous êtes en on-premise, donc avec votre ERP installé donc, sur votre serveur, de venir faire cet échange donc, de documents. Quand on est sur la version cloud de l'ERP, on est en connexion API directement. Comme depuis le début, on parle de facture fournisseur, je vous ai mis donc un schéma justement de ces différents échanges pour comprendre un petit peu comment ça marche entre la solution donc NeoTouch et votre ERP donc Infor. Vous avez en haut la partie en vert, justement la partie NeoTouch, avec ici l'arrivée de la facture. Donc peu importe le canal de provenance de la facture, par exemple ça provient du portail public de facturation, a été émise. Elle arrive ici dans NeoTouch, et dans NeoTouch on va envoyer ce qu'on appelle des données de référence. Donc c'est ce que je vous disais, hein, les informations donc, de commande fournisseur, les informations du fournisseur, les informations de réception. Ce qui va permettre à NeoTouch de savoir si déjà vous avez donc la réception par rapport à une commande qui a été faite ou non. Donc si votre facture se porte sur une commande fournisseur et que la réception n'a pas été faite dans votre système parce que vous avez reçu la facture avant d'avoir les pièces, il pourra donc la mettre de côté, la mettre donc à l'écart pour que vous puissiez donc tout simplement voir que la réception n'a pas été faite sur cette facture et que pour le moment vous ne pouvez pas la comptabiliser. Une fois que les informations de réception remontent dans le système, vous pourrez du coup ensuite comptabiliser et passer donc à l'étape ici numéro 2, l'étape donc du comptable qui vient vérifier les informations.
Donc, si on est sur une facture PDF, le PDF sera scanné. On aura la remontée des éléments directement dans un formulaire qui permettra rapidement de voir les informations de facture et d'avoir ce rapprochement justement à la ligne des lignes de commande, donc fournisseur. Une fois que le comptable donc, a vérifié l'ensemble des informations, pas besoin de renseigner d'informations de comptabilisation, c'est-à-dire que tout ce qui est plan comptable, axe analytique, quand on est sur une facture d'achat, dépendent du système que vous avez, donc d'Infor en l'occurrence. C'est tout le paramétrage et tout ce qui est intéressant justement dans le paramétrage du système de l'ERP, c'est que c'est le paramétrage de l'ERP qui fait foi. Donc vous avez juste à renseigner les informations de facture et ça redescend directement dans l'ERP en prenant le paramétrage que vous avez fixé en amont. Et une fois que la facture, du coup, arrive dans l'ERP, elle est comptabilisée et elle est stockée dans un écran qui s'appelle pièce comptable et ajustement, qui vous permet de recenser l'ensemble de vos factures avant un enregistrement final. On a également dans la solution NeoTouch quelque chose qui est intéressant, c'est tout le process en fait de workflow et de validation. C'est ce qu'on peut voir ici sur la partie 5, approbateur. Facture approuvée pour mise en paiement. Donc, on peut avoir un système de blocage de facture en fonction, donc soit automatisé, soit manuel, en fonction du montant, en fonction des éléments commandés. On peut avoir justement la direction ou un responsable qui souhaite valider le paiement d'une facture. Donc, on comptabilise la pièce dans le process, mais l'approbateur, donc derrière, va devoir déclencher l'approbation de la facture pour qu'elle puisse être payée ensuite dans le RP. Tant que l'approbation n'est pas redescendue, elle est ce qu'on appelle en blocage de paiement. Voilà. Donc ici, vous avez effectivement le rôle de cet approbateur avec l'information qui redescend et qui vient donc libérer la facture et qui la donne donc bonne à payer avec le numéro de la pièce comptable. Ici, autre point, il faut savoir que on est venu alimenter donc à la fois en données la solution, mais aussi, une fois que la facture est comptabilisée, on remonte le numéro de pièce comptable que vous avez dans le système, tout simplement pour justement vous aider au niveau des filtres. Quand vous recherchez dans la solution NeoTouch une facture précise, vous avez donc les mêmes numéros de référence dans les deux systèmes. Voilà. Et entre les deux, vous avez ici l'escarloader qui est donc sur le serveur qui permet cet échange de fichiers. Et quand vous êtes en connexion, enfin en version totalement SaaS, que ça soit donc pour Infor ou pour NeoTouch, à ce moment-là, la connexion se fait directement par API. Donc vous n'avez plus ces fichiers de data qui transitent, mais c'est une connexion automatique entre les deux solutions. En tout cas, directe. Le plus de la solution NeoTouch, et pourquoi on l'a choisi? Parce que tout simplement, ça accélère l'automatisation des tâches, donc grâce à leur ossérisation des factures fournisseurs. Beaucoup de solutions font de l'ossérisation maintenant. Maintenant, la grande force que je trouve à NeoTouch, personnellement, c'est qu'on n'est pas obligé justement d'avoir un masque, de définir un masque par fournisseur au niveau de la facture. C'est qu'il y a un système d'apprentissage qui se fait et qui s'appuie sur leur base de données. Donc, on a pu tout ce travail justement de pré-mâchage. Ça se fait assez rapidement pour l'ossérisation. Et après, au fur et à mesure, s'il y a des petits éléments qu'il ne reconnaît pas, on peut les apprendre. Et en l'espace de 2-3 factures, la zone est reconnue et on n'a plus besoin de revenir dessus. Donc, au niveau de l'ossérisation, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a du coup ce fameux rapprochement commande-réception-facture. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur cette partie-là, c'est vraiment un gros plus parce que je viens avoir donc à la ligne le découpage de ma facture avec mon rapprochement de la commande-réception et de ma facture. C'est-à-dire que vous pouviez très bien avoir saisi de 100 pièces sur un article au niveau de votre commande, avoir reçu 120 pièces, et sur votre facture, vous êtes facturé 100 pièces. Et bien, vous pouvez avoir, par exemple, ce détail-là et l'information, donc, au niveau de votre ligne, du coup, de facturation, au niveau de vos lignes de poste de distribution. Donc, ça vous met bien en évidence ce qui a été réellement reçu et ce qui a été commandé. Donc, ce qui permet également, quand vous avez des écarts, de faire un contrôle automatique.
donc, du système sur les quantités et les montants et de vous les mettre en évidence lorsque vous comptabilisez une facture, ce qui vous fait vraiment gagner beaucoup de temps. Comme je le disais sur le point donc, numéro 1, il y a un système d'apprentissage sur l'ossarisation, mais pas que. Il y a aussi un système d'apprentissage et de mise en place de modèles au niveau de la distribution comptable. Donc, en fonction du fournisseur ou manuellement, vous pouvez aller rechercher une distribution type. Donc ça, c'est typiquement pour les factures donc, de frais généraux, les factures donc, manuelles, où vous allez devoir renseigner votre distribution et où là, vous aurez besoin justement de potentiellement ressortir des distributions déjà existantes. Donc ça fait c'est un gros plus pour le gain de temps en tout cas que ça peut générer. Ensuite, vous avez donc tout le système de workflow, donc avec l'approbation dont je vous ai parlé, mais il y a également un autre profil qui existe, c'est le rôle du contrôleur, qui lui intervient avant la comptabilisation de la facture, donc qui peut permettre, en fonction des cas, de paramétrer des workflows, des processus particuliers et d'optimiser votre système interne. Voilà. Et surtout, fluidifier la communication autour d'une facture. Et dernier point, tableau de bord personnalisable pour un suivi clair de l'avancement de vos factures fournisseurs. Donc, on parlait du cycle de vie, justement, des factures. Cycle de vie des factures qu'il va falloir donc suivre, aussi bien le fournisseur que le client. Là, sur la partie fournisseur, on a un tableau de bord qui nous permet de savoir justement toutes les factures écartées, les factures à comptabiliser, les factures en erreur d'intégration dans le système. Donc, rapidement, je vais pouvoir donc agir sur ma facture pour l'intégrer et ensuite passer au paiement. Tableau de bord personnalisable, puisque vous pouvez donc totalement personnaliser les indicateurs et les rapports de coûts qui sont mis en évidence sur ce tableau de bord. Donc, une interface assez, voire très intuitive. Ça, c'est le gros plus. Et le petit plus, c'est que vous avez quand même une application mobile qui existe, donc NeoTouch, qui permet notamment aux approbateurs, alors qui, eux, doivent juste donner une validation sur une facture, de venir donner leur validation par l'application mobile sans être amené obligatoirement à se connecter sur la version web. Donc, qui peut permettre justement une approbation plus rapide des factures pour la mise en paiement. Quand on parle de plus, on parle aussi de plus côté G4 au niveau du connecteur Cyclane, puisqu'il faut savoir que peu importe la solution de dématérialisation, vous allez être amené donc, à mettre en place des éléments pour que les deux, c'est-à-dire votre système d'information et la solution de dématérialisation, puissent communiquer. C'est ce qu'on vous propose justement avec ce partenariat qu'on a mis en place. Donc, c'est un connecteur dédié à la solution qui vient exporter donc ces fameuses données de référence pour permettre le rapprochement entre les informations donc, de commande et de réception et des éléments de facturation. Automatisation des exports de données. Donc, au sein du connecteur, ces exports des données de référence seront automatisables ainsi que les imports de données de facture. C'est-à-dire que manuellement, vous pourrez très bien les importer et exporter, mais surtout, vous pourrez les planifier pour que ça se passe automatiquement. Vous avez également l'automatisation de la création de la pièce comptable. Aujourd'hui, dans beaucoup de systèmes, on doit passer par un écran de génération de la pièce, faire un rapprochement manuel avec une saisie manuelle des éléments, ou si on est sur une facture de frais généraux, une saisie manuelle purement de l'ensemble des éléments. Là, en ayant fait donc le travail en amont, on automatise du coup cette création de pièces dans le système directement. Ensuite, vous avez donc la gestion de ces workflows d'approbation, de blocage de pièces, qui est intégré aussi au connecteur. Donc, on prend en compte le workflow que propose NeoTouch sur l'approbation de la facture pour bloquer les pièces et qu'elles ne soient pas mises en paiement si on a un blocage donc, dans NeoTouch. Et la remontée donc, des numéros de pièces comptables. Donc, une fois que la pièce est créée dans le système, on remonte le numéro donc, auprès de NeoTouch pour faciliter les recherches. Petit plus du connecteur, c'est la maintenance qui vous garantit d'avoir un connecteur à jour, puisque vous avez donc votre système qui peut évoluer donc en fonction de votre version, et vous avez aussi NeoTouch qui peut évoluer sur certains points. Donc
on garantit par le biais de cette maintenance qu'on sera conforme par rapport aux éléments de réception et d'émission qu'on peut avoir pour que vous puissiez avoir une solution qui se maintienne dans le temps. Et le gros plus, c'est que vous avez les deux au sein d'une même offre. À la fois la solution de dématérialisation et le connecteur qui vous garantit donc la connexion entre votre système d'information et votre solution de démat. Juste à titre d'information, donc là j'ai pris quelques clients justement en Quadient pour vous donner un petit peu des noms de clients qui font partie de notre partenaire et aussi mettre en évidence qu'avec Quadient, ça fait donc un certain temps qu'on travaille ensemble puisqu'on a déjà déployé un peu plus d'une dizaine de clients donc sur leur solution connectée directement avec l'environnement Infor. Donc et là-dessus, on a pu établir une solution donc stable et un maintien viable justement de l'échange de ces données. Quel délai? Parce qu'on parle étape de projet, on parle projet, mise en place de projet et aussi on parle de deadline, calendrier de dématérialisation. Alors certes, tout a été donc décalé sur 2026, voire 2027 en fonction de la taille de votre entreprise. Maintenant, comme on a pu le souligner sur les différents éléments sur lesquels nous sommes venus, notamment les processus internes, l'évaluation, l'audit des processus internes, les différentes étapes justement de la facture, surtout côté comptabilité fournisseur, où on peut avoir des impacts sur des problèmes de données notamment. Tous ces éléments-là prennent du temps déjà sur l'évaluation. La mise en place de solutions peut prendre aussi du temps. Sur une solution type dématérialisation facture fournisseur, nous, G4, avec la solution qu'on a déployée donc avec Quadient, on est sur au moins 4 mois de mise en place. Et c'est un délai, on va dire, assez court puisqu'on connaît déjà donc l'éditeur et déjà la solution. Mais vous pouvez avoir tout un processus d'analyse aussi de la solution par l'intégrateur qui peut être long. Et vous avez toute la partie aussi donc mise en œuvre des nouveaux process en interne avec toute la communication qui va avec et les habitudes que vont prendre au fur et à mesure vos collaborateurs. Donc, ces différentes étapes de projet prennent un certain temps. Donc, même si on se dit, je dois être en dématérialisation pour 2027, 2027, c'est donc pas si longtemps. Donc, c'est là-dessus que je voulais vous sensibiliser, notamment quand on parle de délai. Même si les échéances ont été un peu poussées, le temps de la mise en place d'un projet peut être un peu long. L'appropriation des nouveaux outils peut l'être aussi. Donc, quelque part, des fois, c'est mieux d'anticiper déjà pour ces points-là, afin que quand vous allez devoir être en règle par rapport à l'État, vous ayez déjà des habitudes internes qui soient donc correctes. On va dire ça comme ça. Et également parce que par le biais de ces solutions de dématérialisation, à aujourd'hui déjà, vous avez en fait un gain de temps qui n'est non négligeable sur le traitement justement des factures. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place maintenant, justement, pour pouvoir optimiser vos process en amont justement de cette réforme. Et aussi, dernier point important quand on parle de délai, c'est que on a des plannings tous, vous comme nous, et qu'il va falloir donc rentrer tout le monde dans le planning assez rapidement. Et on sait très bien qu'il y en a plein qui vont potentiellement se réveiller au dernier moment. Donc ça serait dommage d'être bloqué niveau timing. On préfère anticiper. Voilà. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous a intéressé sur les différents sujets justement que nous avons abordés, surtout autour de la comptabilité fournisseur et de la stratégie de gestion et de réduction des coûts. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Amandine, je ne sais pas si tu as des questions dans le partage, je vais regarder.
Alors pour le coup, on n'a pas de réponse. Les retours par contre qu'on a pu avoir sur le chat, c'est que la présentation est très complète et pour ça on vous en remercie tous les trois. Je ne sais pas effectivement s'il va y avoir des questions, auquel cas, évidemment, Marie-Zoé ainsi que nos experts au sein de Quadion seront là pour y répondre là durant cette présentation, mais bien évidemment également dans la suite à donner. On sera ravis de voir comment les solutions NeoTouch, mais aussi le calendrier et les différentes réglementations s'appliquent précisément à votre entreprise et à votre écosystème. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions, même post-webinaire, et nous ne manquerons pas évidemment d'y répondre avec la plus grande rapidité et le plus de précision possible. Donc effectivement, je confirme au niveau de nos participants, tout est très clair. Il ne semble pas y avoir de questions. Donc, effectivement, cette présentation a été plus que complète. Donc, encore une fois, un grand merci à vous, Thierry et Wafa, et merci à Marie-Zoé pour toutes ces explications annexes sur l'accompagnement de G4, mais aussi sur ces précisions sur notre partenariat avec Quadient. Voilà, donc du coup, me concernant, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous remercie encore de votre présence et je laisse nos intervenants vous saluer également. Merci beaucoup, excellente journée à tous. Oui, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention.